sur la plateforme de SuissePA, l'association suisse des patients atteints de maladies du foie. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé de la 3e journée suisse du foie au CHUV du docteur Nicolas Gossens et de la doctoresse Joana Vieira Barbosa sur le thème l'obésité et le foie. Bienvenue au docteur Gossens et à la doctoresse Vieira Barbosa et bienvenue à tous. Je vais vous parler de la maladie stéatosique non alcoolique du foie, que dans le langage vulgaire, on appelle le foie, la maladie du foie gras, et dans le langage médical, on l'appelle actuellement de MASLD. C'est une nouvelle nomenclature qui vient de l'anglais. Et en fait, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi cette photo. On sait que c'est une maladie qui est liée étroitement avec l'alimentation, avec les facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, c'est une maladie, en fait, j'aime regarder cette maladie pas comme une maladie exclusivement du foie, mais comme une maladie systémique avec atteinte de plusieurs organes. Et donc, on a besoin de collaborer étroitement avec d'autres spécialistes, avec les collègues de l'endocrinologie, avec les collègues de la cardiologie, avec la nutrition clinique, avec la pathologie aussi. Donc, c'est une maladie qui nous amène à travailler en équipe, ce qui est toujours un plaisir. Et donc, pourquoi on parle de plus en plus de cette maladie? C'est vrai que de plus en plus, on a une conscience envers cette maladie qui vient très prévalente. On a cet article qui est apparu récemment sur le New York Times qui nous parle vraiment d'une maladie silencieuse. Et c'est vrai que c'est une maladie qui reste inaperçue pendant des années, qui ne donne pas beaucoup de symptômes et en fait qui touche à beaucoup de patients. Et en fait, on va voir qu'il y a quand même une petite pourcentage des patients qui peuvent aller vers une maladie hépatique sévère. Et du coup, il faut qu'on essaye d'éviter que la maladie elle arrive à ce stade-là. Et pour ça, on doit dépister et la diagnostiquer le plus précocement possible. Et donc, qu'est-ce que c'est cette maladie stéatosique non alcoolique du foie? Donc, c'est une maladie chronique du foie qui se caractérise par l'accumulation de la graisse qu'on appelle la stéatose dans le foie. Et en fait, c'est la présence de cette stéatose hépatique qui est la caractéristique principale de cette maladie. La stéatose, ça se caractérise on parle de stéatose quand il y a plus de 5% des cellules du foie qui sont touchées. Et en fait, cette MASLD, ça se définit comme la présence d'une stéatose hépatique associée à au moins un facteur de risque cardiovasculaire et sans une autre cause identifiable, notamment pas une consommation d'alcool à risque, puisqu'on sait que l'alcool, il va aussi provoquer une accumulation de graisse dans le foie. Et donc, c'est une maladie qui est très prévalente. On voit en fait que les dernières données, ils sont quand même inquiétantes. On voit une maladie qui est en train de progresser exponentiellement. Elle est passée une prévalence mondiale estimée de 25% en 2016, actuellement à plus que 30%. On voit qu'il y a une grande prévalence aux États-Unis, en Europe aussi une énorme prévalence. Et donc, c'est actuellement une des principales pathologies qu'on voit dans notre consultation ambulatoire. C'est de plus en plus une pathologie, une des principales pathologies qui amène à la transplantation hépatique. Et donc, de là, tout l'intérêt sur cette maladie. Et quels sont les facteurs de risque pour cette maladie? Donc, comme j'ai dit, c'est une maladie qui est associée aux facteurs de risque cardiovasculaires, notamment à l'obésité, au surpoids, à la dyslipidémie, donc au cholestérol élevé, à tension élevée, à hypertension artérielle. Donc, c'est une maladie en lien avec les mauvais choix alimentaires, le sédentarisme. Donc, c'est une maladie qui est liée vraiment aux facteurs de risque cardiovasculaire.
Et en fait, on sait que le diabète et l'obésité sont vraiment les maladies métaboliques qui ont le plus d'impact sur l'histoire de cette maladie. Notamment, les patients diabétiques sont ceux qui sont le plus à risque de développer une maladie compliquée et sévère du foie. Et donc, comment cette maladie, en fait, elle progresse, comment elle se présente? Donc, on sait que initialement, il y a une accumulation de stéatose, de graisse dans le foie, qu'on voit en fait avec cette grande cellule blanche dans le foie. En fait, au début, c'est juste l'accumulation de graisse dans le foie. Et on sait qu'au fur et à mesure, il y a certains patients qui vont développer une maladie plus compliquée avec l'apparition d'une inflammation associée à des signes de souffrance des hépatocytes, donc des cellules du foie, avec l'apparition de la fibrose, donc des cicatrices dans le foie, et l'accumulation de toute cette inflammation des cicatrices qu'on appelle de la fibrose peut progresser jusqu'à un stade de cirrhose du foie. Et donc, on sait que la plupart des patients, ils vont présenter une maladie simple, une maladie avec juste la présence d'une stéatose du foie. Et il y a quand même un pourcentage, donc environ 30% des patients qui vont évoluer vers une maladie plus sévère avec l'apparition de ces cicatrices, évoluer vers un état de cirrhose du foie. Et quelques patients, ils vont développer les complications d'une cirrhose avec l'apparition des cancers, une maladie hépatique avancée avec une défaillance sévère du foie et avec besoin d'une transplantation hépatique en certains cas. On sait qu'en fait, la cause principale d'essai chez ces patients, c'est la maladie cardiovasculaire, et c'est pour ça qu'on doit travailler étroitement avec nos collègues cardiologues et contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est une maladie qui est réversible dans les stages initiaux. Donc, si on a une maladie avec une fibrose encore modérée, avec une réversion, un contrôle de ces facteurs de risque, une perte pondérale, on peut revenir en arrière et le foie peut redevenir normal. Et en fait, c'est une maladie qui est réversible. Par contre, s'il y a la présence d'une cirrhose du foie, à ce moment-là, on est dans un stade irréversible et donc la situation malheureusement change pour le patient. Et en fait, c'est une maladie surtout silencieuse. On sait que ça peut donner quelques symptômes aspécifiques comme une sensation de pression dans l'hypocondrie, une fatigue, mais c'est vraiment une maladie silencieuse. Et on sait qu'elle donne des symptômes quand les patients ils ont déjà un état de cirrhose du foie et en fait ils ont les complications de la cirrhose avec l'apparition du liquide dans le ventre, une coloration jaune de la peau et des yeux qu'on appelle dictère, des démangeaisons, une confusion, une tendance accrue au saignement, et ça c'est toutes des complications de la cirrhose. Et donc, comment on diagnostique cette maladie et comment on connaît la gravité de la maladie? Parce que c'est ça un peu notre rôle, c'est d'essayer de stratifier, on va dire, les patients et savoir quels sont les patients qui sont à risque de développer une maladie sévère pour qu'on puisse les suivre de façon adéquate. Et donc, pour ça, on fait des prises de sang. C'est souvent des patients qui ont une élévation des tests du foie. Il faut aussi pas tomber dans le piège. En fait, c'est des patients qui peuvent aussi avoir des tests hépatiques normaux. On sait aussi de l'imagerie, notamment de l'échographie abdominale. C'est un très bon examen où on voit en fait dans cette image que le foie, il a un aspect plus blanche que le rein, comme Montserrat elle disait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un signe indicateur de la présence d'une stéatose. Et on sait aussi
aussi du scanner ou de l'IRM hépatique. On utilise aussi beaucoup le FibroScan, dont on va parler plus tard, qui c'est une mesure non invasive pour essayer d'estimer la sévérité de l'attente hépatique, notamment au niveau de la fibrose, donc du foie. Et on utilise aussi beaucoup la biopsie hépatique. C'est quoi le défi du diagnostic de la maladie stéatosique non alcoolique du foie? C'est qu'on sait que c'est une maladie très prévalente. Donc, malheureusement, nous, qu'on est en milieu hospitalier, on ne peut pas voir tous ces patients, malheureusement. Donc, c'est un travail aussi qui doit être fait par les médecins généralistes, où en fait, ils doivent identifier ces patients de façon proactive. Et en fait, on sait que c'est une maladie très prévalente, mais juste un tiers des patients ils vont présenter une maladie compliquée, sévère, et c'est là qu'on rentre. Et c'est ces patients qu'on veut suivre, nous, en milieu universitaire et hospitalier. Et donc, on doit trouver des moyens pour pouvoir identifier ces patients qui ont une maladie sévère du foie. Et on sait que c'est une maladie qui ne donne pas des symptômes, qui reste asymptomatique. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, les patients ils nous arrivent trop tard. Ça veut dire qu'il y a déjà une cirrhose qui s'est développée et que malheureusement, on est dans ce stade irréversible où on ne peut pas revenir en arrière avec des lésions dans le foie. Et donc, nous, on utilise souvent dans notre pratique clinique, on fait à l'aide à des scores cliniques, notamment le FIB4, que c'est un score qu'on calcule très facilement et qui tient en compte des paramètres de laboratoire. Et nous, on s'aide beaucoup aussi du FibroScan et en fonction des valeurs qu'on obtient, on va estimer quelle est le potentielle sévérité de la maladie. Et ce qu'on fait, c'est des patients qui ont une maladie qui est non sévère. On les directionne chez les médecins traitants pour qu'il y ait un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et un suivi étroit. Et des patients qui ont une maladie plus sévère où il y a soit déjà une cirrhose développée, des complications de la cirrhose, une maladie à haut risque, un patient à haut risque de développer une maladie sévère, on le suit chez nous et on fait un suivi aussi directionné et optimal. Et donc, je passe la parole au docteur Nicolas Gossens. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna. Donc, merci beaucoup tout d'abord à SUICEPA. Merci à Madame Bobzine de son équipe pour l'invitation. Merci à Montserrat pour l'organisation, toute l'équipe du CHUV. Darius, évidemment, c'est toujours un plaisir de venir ici, dans ce très bel auditoire et avec beaucoup de personnes. Donc effectivement, Johanna l'a très bien résumé un petit peu, c'est une maladie extrêmement prévalente qu'on appelait avant le foie gras et qui est vraiment liée au diabète, au syndrome métabolique et à l'obésité. Et puis l'idée, c'est de parler pendant encore quelques minutes juste sur quelle est la prise en charge qu'on peut proposer. Vous allez voir que le patient est souvent au centre de la prise en charge et souvent le patient peut vraiment participer à la prise en charge et vraiment peut s'aider soi-même. Donc voilà un petit peu une façon un peu de schématiser les choses. On peut proposer 3 piliers. En Suisse, on aime bien les 3 piliers, que ce soit l'AVS, deuxième pilier, que ce soit la toxicomanie, on a rajouté un 4e pilier. Mais là, il y a 3 piliers de prise en charge que je vous propose. Donc il y a des mesures générales, il y a la perte de poids, et puis des mesures spécifiques qui sont plus du domaine du médecin, du médical. Donc si on se focalise un petit peu sur des mesures générales, donc le régime alimentaire, éviter les aliments non recommandés, l'activité physique et éviter l'alcool et le tabac. Donc voilà, quel est le régime alimentaire recommandé? Donc premièrement, je pense que c'est important de mettre en avant que c'est très utile dans ces situations d'avoir un suivi diététique. En Suisse, on a la chance pour l'instant d'avoir un suivi diététique qui est remboursé par l'assurance maladie sous certaines conditions. Et vraiment, ça vaut la peine d'en profiter. Et en gros, le régime en guillemets idéal pour ces malades, c'est ce qu'on appelle le régime de type méditerranéen. Qu'est-ce que c'est? Vous le voyez là sur la pyramide alimentaire. En gros, il faut manger et boire beaucoup de ce qu'il y a en bas et peu de ce qu'il y a en haut. Donc, privilégier les aliments à type de huile d'olive, les graines, les céréales complètes, le pain complet, les légumes, les fruits. Et éviter évidemment tout ce qui est viande rouge,
sucreries tout en haut et les différentes choses qu'on parlera tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on privilégie ce régime de type méditerranéen? Parce qu'il a été associé à une baisse de la graisse dans le foie. Il prévient les maladies cardiovasculaires, c'est un régime qui a beaucoup de bénéfices au-delà du foie. Il diminue également le risque de cancer du foie et potentiellement, ce n'est pas le meilleur régime pour perdre du poids, mais potentiellement, il peut aussi être associé à une perte de poids. On en parlera tout à l'heure. Après, souvent, on a la question, mais moi, le régime méditerranéen, ça ne me parle pas. Moi, je veux un régime aux plantes, micronutritif, cétogénique. Alors, malheureusement, on a peu de données pour ces autres régimes. Il y a le jeûne intermittent qui devient, entre guillemets, à la mode. Il y a le régime pauvre en hydrates de carbone, cétogénique, plantes, micronutrition. Il y a peu d'évidence pour ces différents régimes. Il y en a beaucoup plus dans cette maladie pour le régime de type méditerranéen. En pratique, on essaie d'être un peu flexible et les régimes, d'autres régimes que le régime méditerranéen sont effectivement tolérés, tant est que si on suit les règles d'une alimentation équilibrée. On en a parlé un peu tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Mme Bobzine qui en parlait avec le café. Le café est potentiellement protecteur. Dans différentes pathologies, ça a même été associé, je crois, à une baisse du cancer du foie dans certaines pathologies. Et également, il y a même des revues, ce qu'on appelle des revues systématiques, des revues de plusieurs papiers, qui ici montrent qu'en tout cas, ça a l'air d'être également protecteur au niveau du foie et ça mène à moins de gras au niveau du foie. Qu'est-ce qu'on ne recommande pas? C'est un peu, ça vous pouvez l'imaginer, Jonathan, tu l'as montré tout à l'heure à quoi c'était associé. Donc clairement, on ne recommande pas les aliments ultra transformés, le sucre ajouté, les industriels en raison de pression et en pression de coûts, ils ont changé les sucres pour le fructose, ils ont ultra transformé les aliments, le fast-food évidemment, tout ça c'est des choses qu'on a évitées. Et puis on a peu parlé aujourd'hui, alors le tabac, évidemment, c'est évité en raison des facteurs de risque cardiovasculaire. On a peu parlé de l'alcool, qui clairement est plutôt un ennemi dans cette situation-ci. C'est plutôt à éviter. Et en cas, comme tu l'as montré, Johanna, quand on a une maladie plus avancée du foie, c'est à proscrire. Il ne faut pas boire d'alcool dans ces situations. L'effet entre le gras qu'on peut avoir plus l'alcool va être multiplicatif. Donc ça peut vraiment être quelque chose de dangereux. L'activité physique, on parle toujours d'activité physique. Donc ça c'est tiré des recommandations suisses en matière d'activité physique et je trouvais assez intéressant de voir qu'en fait, donc, quand on fait un peu d'activité physique, il y a un bénéfice qui apparaît, vous voyez la courbe du haut. Et puis effectivement, si on en fait de plus en plus, malgré tout, on court le risque de blessures et de sursollicitation. Et le sweet point, comme on dit en anglais, ou je ne sais pas comment on dit en français, le sweet point, c'est entre 150 et 300 minutes par semaine d'activité physique, soit environ une demi-heure par jour, 40 minutes par jour, la plupart des jours. C'est un petit peu ça. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, il s'agit d'activité physique d'endurance, d'intensité moyenne. Par exemple, vous voyez l'exemple, une marche rapide, pas juste une marche tranquille, mais une marche un petit peu rapide, faire le ménage ou d'autres choses. Après, si on fait des activités physiques plus intenses, mais vraiment plus intense, du genre course à pied, du genre natation, là, ça peut suffire de faire la moitié, 75 minutes par semaine. Mais il faut que ce soit une activité physique plus intense. En plus de ça, il faut également y ajouter idéalement 2 jours par semaine des activités de force. Et puis éviter, si vous avez une smartwatch, elle va faire bip souvent, éviter de rester assis trop longtemps, en particulier chaque heure, se lever, se dégourdir un petit peu les jambes. C'est ça l'activité physique recommandée. Et ça, c'est également associé à une baisse de graisse au niveau du foie. Donc voilà pour le premier pilier. Le deuxième pilier qui se chevauche un petit peu, c'est la perte de poids. On va voir entre 5 à plus de 10% du poids corporel. Donc ça, c'est un résumé de ce que tu as présenté, Johanna. Donc tout à gauche, ça c'est l'histoire naturelle de la maladie ici. Donc au début, on a juste du gras dans le foie. On appelle la stéatose simple. Au milieu, on a de l'inflammation avec un début de cicatrice du foie, début de fibrose. Et tout à droite, on a la fibrose avancée, la cirrhose. Et les objectifs de perte du poids sont de plus en plus intenses, plus on va sur la droite, parce que c'est plus grave quand on va sur la droite. Au début, ici, on est sur une perte de l'ordre de 3 à 5% du poids corporel. Si on est au milieu, c'est plus 7 à 10% du poids corporel. Et finalement, tout à droite, c'est là où on sera le plus agressif. Il faut perdre environ 10% du poids corporel, mais attention, surtout chez les patients avec une cirrhose, et chez les autres aussi, de ne pas perdre du muscle. On a un risque de ce qu'on appelle la sarcopénie, de perdre trop de muscle, et attention donc de vraiment perdre la masse grasse et pas du muscle.
d'où l'activité physique dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Et puis, je vais toucher un mot, donc c'est peut-être un peu spécialisé, mais sur les mesures spécifiques qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des traitements qui sont actuellement disponibles? Donc, première chose à faire, c'est traiter les pathologies associées. Tu l'as très bien montré, c'est associé à plein de maladies, par exemple le diabète de type 2. Donc, il faut traiter le diabète de type 2, le contrôler correctement. Le cholestérol, il faut traiter le cholestérol avec, par exemple, des statines. En cas d'obésité, donc ici on parle d'obésité du foie, traiter l'obésité, il y a de nouvelles molécules qu'on connaît tous qui sont apparues il y a quelques années, qui sont extrêmement répandues, extrêmement prescrites, utiliser ces molécules. Il y a la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de perte du poids qui garde une place pour certains patients sélectionnés, qui est également à considérer un petit peu. Et puis, comme ça a été répété pour la maladie de Wilson et pour plein de maladies du foie, c'est vraiment important d'avoir un suivi multidisciplinaire avec plein d'experts en fonction de la situation pour aider le patient et mettre vraiment le patient au centre. Un exemple de médicament, alors je sais que ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est juste pour donner une idée. Ça, c'est une étude qui vient de sortir, qui a fait beaucoup de bruit dans notre domaine parce que c'est une des premières, c'est la première molécule qui a montré une efficacité en ce qu'on appelle une phase 3. La molécule s'appelle resmetirom. Bon, vous pouvez oublier ce nom. Mais en gros, vous voyez que donc, il y a 3 groupes de patients. Ils ont pris environ 1000 patients. C'est un comprimé par jour. Et on voit qu'au bout ils ont fait une biopsie au début du traitement et une biopsie 1 an après. À un tiers des patients, ils ont donné un placebo, c'est-à-dire rien, enfin des comprimés de sucre qui ressemblent aux médicaments. À un tiers, ils ont donné une dose intermédiaire, 80 mg de ce médicament, et tout en bleu, ils ont donné une dose plus forte, 100 mg. Et en gros, vous voyez que même chez ceux qui ne prenaient pas le médicament, il y avait une amélioration de la biopsie. Ça, c'est un effet qu'on connaît bien, qu'on appelle l'effet placebo. Quand les gens rentrent dans une étude, ils mangent mieux, ils perdent du poids, juste en étant dans l'étude. Donc voilà, ça c'est l'effet placebo. Mais on voit qu'on triple cet effet placebo avec le médicament à la faible dose et un peu plus à la dose plus forte. Et on a également un effet qui est encore plus important qui est plus important pour nous en tout cas sur la fibrose. On double environ l'effet sur la fibrose. Donc, à savoir qu'il n'y a que des patients sans cirrhose qui ont été inclus dans cette étude. Et les effets secondaires principaux, c'est surtout gastro-intestinaux, diarrhée, nausées transitoires. Il est plutôt bien toléré d'après ce que j'entends des gens qui ont prescrit ce médicament, qui ont participé à l'étude. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est un médicament qui a fait grand bruit. C'est le premier médicament qui a été approuvé aux États-Unis pour cette maladie. Vous voyez par exemple cette manchette de BFM TV. Actuellement en Suisse, il n'y a pas de médicament approuvé spécifiquement pour le foie gras, pour la stéatose hépatique. Ce médicament-là, je vous l'ai dit, il a été approuvé, mais ça coûte cher, 50 000 $ par an. Il n'est pas encore disponible ni remboursé en Suisse, même s'il sera certainement dans un futur pas très lointain. Et puis d'autres médicaments sont en cours d'études cliniques. Donc voilà, en conclusion, c'est un peu votre santé, votre engagement. Il faut respecter des mesures hygiéniques, le régime, la perte de poids, l'exercice physique, c'est le premier pas pour prendre soin de votre foie. Il vous faut un suivi personnalisé, c'est-à-dire une prise en charge multidisciplinaire et essentielle pour des résultats adaptés à la situation de chaque patient. Et puis finalement, les traitements sont vraiment en pleine évolution. Il y a plein de nouveaux médicaments qui marchent. C'est une maladie extrêmement prévalente. C'est 1 personne sur 4 ou 1 personne sur 3 en Suisse serait atteinte au moins à un stade très précoce de cette maladie. Donc voilà, de nouvelles molécules offrent des espoirs, mais reste à discuter avec votre médecin selon vos besoins. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup au docteur Gossens et à la doctoresse Viera Barbosa pour cette présentation très enrichissante, pour son engagement personnel en faveur de SuissePA et de la Journée suisse du foie.